1943. Les États-Unis ont constitué en 2 ans la plus formidable machine de guerre de tous les temps. L'Amérique est prête désormais pour la reconquête, sur tous les continents et sur tous les océans. Comme l'avait prévu Roosevelt, la guerre est devenue un conflit mondial. Mais l'industrie américaine est à l'échelle de la planète et les chantiers navals lancent bientôt un porte-avions par mois. Avec ses 30 000 tonnes, son équipage de 2000 hommes, ses 80 avions embarqués, le porte-avions lourd devient l'arme souveraine de la guerre du Pacifique qui va se dérouler sur un champ de bataille sans précédent, le quart de la surface du globe. Un travail d'équipe, réglé comme un ballet où le Batman joue un rôle aussi important que le pilote. Navires de guerre et plus de 3000 autres chargés de les ravitailler. Pour chaque unité au combat, 3 autres font la navette d'une rive à l'autre de cet océan de 10 000 km de large où rôdent les sous-marins et les avions japonais, sans compter l'ennemi le plus dangereux peut-être, le Typhon. Le capitaine de vaisseau Noël a connu les chefs de cette immense flotte. L'amiral Nimitz, qui était commandant-chef du Pacifique, était un homme calme, modeste et très aimé. Il était diplomate et on avait bien besoin car il était souvent pris entre 2 feux. D'un côté, le général MacArthur, qui commandait la zone ouest et qui était un fantassin. Et l'amiral King, le chef d'état-major de la marine à Washington. Le général MacArthur et l'amiral Nimitz ont chacun leur plan pour repartir à la conquête du Pacifique. Mais il appartient au président Roosevelt de prendre la décision finale. En marin qu'il est, Nimitz veut attaquer au centre et d'île en île foncer droit sur le Japon à travers l'océan. MacArthur, le fantassin, préfère la terre ferme. Il veut remonter par le bas, tout le long des archipels. Pour Roosevelt, il ne s'agit plus d'une querelle de personnes que de stratégie. De toute façon, les États-Unis ont les moyens de mener les 2 opérations de front. Alors que le meilleur gagne. Le premier objectif de l'offensive MacArthur dans le sud est la base aéronavale de Rabaul, en Nouvelle-Bretagne. Pour partir à l'assaut de cette grande île de 300 km de long, MacArthur choisit les marines de la 1re division qui ont fait leur apprentissage à Guadalcanal. La technique du débarquement a été progressivement mise au point. Le corps expéditionnaire emporte avec lui tout son matériel lourd, jeeps, camions et tanks, que des péniches déposeront jusqu'au bord des plages. Enfin, les ravages causés par la malaria sont contrôlés à coups de pilules. Le débarquement en Nouvelle-Bretagne s'effectue sans grand dommage, mais les marines s'enlisent bientôt dans une jungle épaisse qu'ils surnomment l'enfer vert. Au bout de 3 mois, ils ont occupé la moitié de l'île, avançant mètre par mètre, à travers des marais visqueux, dans un cloaque de végétation décomposée et sous des pluies torrentielles.
Les terrains d'aviation sont des lacs de boue que les pilotes redoutent autant que les chasseurs japonais. Il faudra encore des mois pour prendre Rabaul. Pendant ce temps, l'amiral Nimitz a entamé son offensive sur les îles Gilbert et Marshall, selon la tactique des sauts de puce. Pour les marines, le plus mauvais souvenir, c'est Tarawa, dont le principal îlot, Betio, a été transformé par les Japonais en un véritable blockhaus hérissé de canons. Une garnison de 5000 hommes s'entasse sur ce bout de terre, long de 5 km et large de 500 mètres à peine. Son commandant, l'amiral Shibazaki, a déclaré « Même 1 million d'Américains ne pourraient pas s'emparer de cette île ». Quand les 100 navires de la flotte de débarquement américaine se présentent devant Betio le 20 novembre 1943, les bombardements qui ont pourtant labouré l'île n'ont pas entamé les batteries japonaises. Une fois arrivés sur la plage, les survivants se terrent derrière la digue. Impossible d'avancer ou de reculer. Et cet enfer durera 3 jours. C'est au 3e jour seulement que les marines peuvent atteindre les casemates où les défenseurs japonais, hébétés sous l'effet des bombardements, résistent pourtant jusqu'au dernier homme. Dans la casemate principale, que les marines ont inondée d'essence et où ils ont jeté des grenades, l'amiral Shibazaki, entouré d'un dernier carré de 200 hommes, périt dans les flammes. Les 5000 Japonais de la garnison se sont fait tuer plutôt que de se rendre. La conquête de l'île a coûté la vie à 1000 marines, mais bientôt, les appareils des porte-avions américains peuvent atterrir sur l'imprenable Tarawa. Au Japon, où une censure de fer cache soigneusement ses premières défaites lointaines, on fête l'anniversaire de l'empereur dans une atmosphère encore triomphante. Le grand frère japonais proclame l'indépendance des anciennes colonies de Birmanie, de Malaisie, d'Indonésie, que le général Tojo invite à adhérer au Daito, c'est-à-dire à la Grande Asie. Dans toutes les langues, et même en français, la propagande de Tokyo célèbre alors la fin du règne de l'homme blanc. La plus grande Asie est en pleine lumière, et déjà, elle a jeté les bases d'une fondation solide pour l'avenir, sûre qu'elle est de vivre désormais en paix. Depuis des générations, les peuples asservis de l'Asie orientale souffraient sous la domination anglaise, américaine et hollandaise. Ces peuples ont maintenant, grâce aux efforts héroïques de notre armée et de notre marine, secoué à jamais le joug de leurs oppresseurs et sont définitivement entrés dans la sphère de coprospérité de la plus grande Asie. En Asie du Sud-Est, le Japon est encore sur l'offensive. Après avoir bousculé les troupes britanniques hors de Malaisie et de Birmanie, les soldats du Mikado sont maintenant sur la frontière de l'Inde.
Le problème pour les Alliés est d'abord de maintenir la liaison avec la Chine de Chiang Kai-shek par-dessus l'Himalaya. En août 1943, Churchill nomme dans le sud-est asiatique un prince du sang, cousin du roi, l'amiral Louis Mountbatten. Aux soldats britanniques démoralisés, celui-ci déclare « Vous dites que vous êtes l'armée oubliée? Ce n'est pas vrai, on ne sait même pas que vous existez. » De son partenaire principal, Chiang Kai-shek, que les Américains tiennent à bout de bras, l'amiral Mountbatten n'a pas gardé un très bon souvenir. C'est un très grand chef, sans doute, et les Chinois ont eu beaucoup peur de lui. Mais, à vrai dire, je le trouvais comme collègue assez difficile à travailler avec. Son chef d'état-major était un général américain, le général Stilwell, nommé Jovinègre, et il lui avait une idée que Chiang Kai-shek avait un très petit cerveau. Il appelait peanut, ça veut dire cacahuète. Pour ravitailler les armées de Chiang Kai-shek, le général américain Stilwell, surnommé Joe-Vinaigre à cause de son mauvais caractère, a d'abord établi un pont aérien par-dessus le Great Hump, la grande bosse, comme les pilotes appellent l'Himalaya. Mais cela ne suffit pas. Alors Stilwell, utilisant les bulldozers américains et des armées de colis chinois, construit la route la plus haute du monde. Les caravanes de camions peuvent enfin apporter des armes aux troupes chinoises, mais Joe-Vinaigre n'arrivera jamais à leur donner le principal, un moral de vainqueur. Pour les Japonais aussi, qui veulent maintenant envahir l'Inde, le problème des communications est vital. Ils construisent une voie ferrée stratégique allant du Siam au nord de la Birmanie. Et pour 50 000 prisonniers britanniques, ce sera l'abominable chemin de fer. Pendant 3 ans, ils cassent des cailloux et posent des rails à travers des forêts inexplorées, et ils construisent de leurs mains d'innombrables ponts sur des fleuves tropicaux, comme la célèbre rivière Kwai. Près de la moitié d'entre eux y laisseront leur vie, mourant de faim, de fièvre, de choléra ou de mauvais traitements. Et pourtant, selon l'un de ses survivants, Louis Baume, qui lui aussi a construit des ponts sur la rivière Kwai, les Japonais avaient plus de mépris que de cruauté pour ces hommes blancs. Pour eux, ils n'ont jamais compris pourquoi nous n'avons pas tous fait harakiri au moment de la tombée de Singapour. Et comme prisonniers, nous étions véritablement des esclaves de l'empereur japonais. Il pouvait nous faire travailler comme il le voulait jusqu'à ce qu'on périsse. On comptait pour rien. Cette voie ferrée, ironie cruelle, c'est le principal objectif des commandos de jungle, les Shin-dit du général Wingate. Wingate, général à 39 ans, est un personnage hors série. Cet intellectuel mystique, élevé avec Laurence d'Arabie, a déjà organisé la brigade juive de Palestine, puis aidé le Négus à chasser les Italiens et à retrouver son trône en Éthiopie. Très impopulaire dans l'armée des Indes, mais protégé par Churchill, il conçoit le projet insensé d'organiser une expédition derrière les lignes japonaises pour faire sauter le chemin de fer de Birmanie. Les Shin-dit, traversant 2000 km de jungle et pourchassés par les Japonais, portent la guérilla dans le nord de la Birmanie. Ravitaillés par parachutage, ils réussissent à couper la voie ferrée en plus de 30 endroits différents. Mais lorsque les derniers Shin-dit retournent en Inde, 4 mois plus tard, ils ont perdu 50% de leurs effectifs. Sur le plan stratégique, le résultat est médiocre, mais sur le plan du moral, c'est un tournant. Quand je suis arrivé en Asie Sud-Est, tout le monde m'a dit que les Japonais étaient nés pour se battre dans la jungle. Moi, je ne croyais pas. Je connais le Japon, je sais très bien que c'est une île avec beaucoup de cités et pas de jungle du tout. Et j'ai cru que les Anglais peuvent facilement apprendre à se battre dans la jungle mieux que les Japonais, ce qui nous est arrivé du reste. Sous les ordres du général Slim, le meilleur stratège de l'armée britannique, la 14e armée, après avoir bloqué l'offensive des Japonais à Imphal, va libérer la Birmanie. La campagne durera près de 2 ans
et sera la dernière grande aventure de l'armée des Indes. Quand la 14e armée est arrivée devant l'Irrawaddy, le plus grand fleuve de Birmanie, large de 3 km, Slim a dit à ses soldats, « Il y a un fleuve, mais il y a aussi des arbres, alors débrouillez-vous. » Et la 14e armée a construit au beau milieu de la jungle une véritable flotte de débarquement. De l'autre côté du fleuve, c'est la route de Mandalay, la ville aux pagodes blanches chantée par Kipling. Et la 14e armée n'est plus l'armée oubliée, le jour où elle défile enfin dans Rangoon, devant l'amiral Mountbatten, qui a gagné ici son titre de comte de Birmanie. Le cuirassé français Richelieu, qui jaugeait 32 000 tonnes, était la plus grande unité de la flotte alliée sous les ordres de Mountbatten. Les forces françaises libres ont en effet participé à cette campagne du sud-est asiatique. Et l'amiral Mountbatten non seulement appréciait leur aide, mais attachait une grande valeur sentimentale à leur présence à ses côtés. Nous sommes fiers et heureux de combattre côte à côte avec la France, qui n'est pas, comme quelques-uns l'ont dit, rentrée dans la guerre, mais qui, au contraire, ne l'a jamais quitté. Les territoires français d'Océanie jouaient aussi un rôle dans la guerre du Pacifique. Tahiti, relais de la flotte américaine, et Nouméa, qui fut un temps le quartier général de l'amiral Halsey, et d'où partit le fameux bataillon du Pacifique. Restait l'Indochine, plateforme stratégique du sud-est asiatique, où depuis l'accord de 1941 avec le gouvernement de Vichy du maréchal Pétain, les Japonais disposaient de bases, mais où la souveraineté de la France avait été maintenue tant bien que mal. 2 divisions françaises y attendaient l'arme au pied, un prétexte pour rentrer dans la bataille aux côtés des Alliés. Le général Beauvalet, aujourd'hui secrétaire général de la Défense nationale, était alors chef du 2e bureau à Saïgon. Ce n'était pas une attente passive, en ce sens que la plupart des gens avaient le souci de participer en quelque sorte à cette résistance qui pouvait s'organiser sous une forme ou sous une autre, et qui s'était matérialisée d'ailleurs d'abord par l'existence de petits groupes de civils qui s'étaient efforcés de faire de la résistance, et puis également par le fait que les services de renseignement français militaires étaient restés en relation étroite d'abord avec Singapour et ensuite avec Kunming et Calcutta, et puis enfin par ce fait que vers le milieu de 1944, le gouvernement provisoire de la République française avait pris contact officiellement avec un certain nombre de personnalités d'Indochine et avait désigné un délégué général qui était le général Mordant, qui n'exerçait plus à cette époque de fonction officielle. Et l'amiral Decoux avait été mis au courant de cette situation, mais on lui avait demandé de conserver son poste de façon à ce que la façade de l'administration française fût maintenue vis-à-vis des Japonais. En mars 1945, les Japonais, sentant la guerre perdue, décident de liquider cette dernière colonie occidentale et de désarmer les troupes françaises. L'ambassadeur du Japon avait pris un rendez-vous avec l'amiral Decoux pour discuter de questions économiques. Et après cette discussion purement économique, il aurait, paraît-il, dit à l'amiral, à propos amiral, j'ai une demande à vous présenter, et cette demande c'était l'ultimatum. Et puis les événements se sont déroulés très rapidement, je crois que c'est vers 9h15 ou 9h20 qu'on a entendu les premiers coups de fusil, et puis l'attaque s'est déroulée vraiment dans les 2 ou 3 minutes qui ont suivi, et elle a été extrêmement brutale et très rapide. Bien entendu, toutes les garnisons d'Indochine ont été attaquées presque simultanément. Dans les casernes qui étaient constituées d'une manière telle qu'une résistance efficace était possible, la résistance a été très belle d'une manière générale. Il y a en particulier la citadelle d'Hanoï qui a fait une très belle résistance jusqu'au lendemain matin et qui a bénéficié d'ailleurs des honneurs de la guerre. Il y a eu aussi
le cas de Langson, qui est à signaler, où après une très belle résistance, la garnison a été capturée, bien sûr, mais c'est là que se situe cet épisode dont on a souvent parlé, celui du général Lemonnier, qui, conjointement avec l'administrateur, a été pris par les Japonais, a été l'objet d'une pression. On lui a dit, ou bien vous signez un ordre de capitulation pour les troupes, ou bien on vous coupe la tête. Le général Lemonnier a évidemment refusé, et il a été décapité. Le soldat Cron racontera plus tard comment 50 de ses camarades ont été eux aussi décapités à Langson, et comment lui a survécu par miracle. Et bien par la suite, j'ai été comme bien d'autres prisonniers des Japonais, et du fait que j'avais été chef du 2e bureau et mêlé aux affaires de résistance, j'ai fait partie de ceux qui ont été pris par la Kempeitai, qui était la Gestapo japonaise. J'ai eu les ongles de pied arrachés, été pendu par les pieds. Je suis resté 7 jours et 7 nuits debout pour pouvoir m'appuyer sur quoi que ce soit. Et 17 jours sans manger. Enfin, il y a eu un certain nombre de faits de ce genre. Et j'ai eu quelques 200 coups de bâton sur la tête ou sur la plante des pieds également. L'amiral Nimitz poursuit son avance à travers le Pacifique pour s'emparer des îles Mariannes, Saipan, Tinian, Guam, dernières citadelles avancées de la défense japonaise. La flotte américaine d'invasion appareille pour Saipan le 8 juin 1944, 2 jours après le débarquement en Normandie. Dans la même semaine, les États-Unis se payaient le luxe de lancer 2 opérations gigantesques aux 2 extrémités du globe. Pendant que les marines débarquent dans l'île, les radars américains repèrent la flotte japonaise qui a reçu de Tokyo l'ordre d'anéantir le corps de débarquement avec le télégramme suivant: « Le sort de l'Empire dépend de vous ». Parmi les pilotes qui prennent l'air à cette occasion se trouve le lieutenant Charles Denby Wilkes, abattu 4 fois et 4 fois repêché pendant la campagne du Pacifique. Tandis que les escadrilles américaines volent vers la flotte de l'amiral Ozawa, les porte-avions japonais, qui eux aussi ont repéré les bâtiments américains, lancent leurs avions à l'attaque. Pour la première fois, les 2 forces se rencontrent à mi-chemin, et c'est la plus grande bataille aérienne de la guerre du Pacifique. On essayait d'abord de descendre le chef d'escadrille, c'est-à-dire l'avion numéro 1, parce qu'on savait que c'était le pilote qui orchestrait tout le mouvement. Et quand on y arrivait, il y avait à ce moment-là un désarroi assez complet. Ils étaient très courageux, ils pilotaient bien, mais il manquait à ce moment-là de formation et d'expérience, alors que nous accumulions l'expérience, parce que dans le fond, nos pertes n'avaient pas été trop sévères. Mais il n'était pas solide. Il suffisait de piquer, par exemple, si on avait un avion japonais dans le dos, de piquer à la verticale, de commencer un tournant légèrement sur la gauche et de brusquement croiser sur la droite. Si le 0 faisait la même chose, un aileron s'envolait, l'aile s'en allait, on était tranquille. « 400 avions japonais sont détruits au cours de cet engagement que les pilotes américains baptisent le tir au pigeon des Mariannes. Les avions et les sous-marins américains coulent ensuite 3 porte-avions. C'est l'agonie de l'aéronavale japonaise. Mais les aviateurs américains ont encore 500 km à faire pour regagner leur base flottante avant que la nuit tombe. À court d'essence, blessés, épuisés, les pilotes se posent en catastrophe sur n'importe quel porte-avions. Les batman sont affolés. Alors que 20 avions seulement ont été perdus dans la bataille, 80 appareils s'écrasent au cours de ce retour tragique.
j'ai vu des pilotes qui, très rapidement, sous la tension naturellement du danger, parce qu'il y avait tout de même un danger assez considérable, il y avait des pertes très lourdes dans certaines opérations, les nerfs cassaient brusquement et les pilotes ne pouvaient plus piloter. On dormait 4 heures, on volait 6 heures, on dormait 4 heures, on volait 6 heures. Et pour rester éveillé, naturellement, on prenait des drogues comme la sulfate de benzédrine et autres. Et au bout d'un temps, le corps était saturé, si on peut dire, de ces drogues. Et on était obligé de vous donner des pilules pour dormir pendant 2 ou 3 jours, de façon à dormir 36 heures, pour pouvoir reprendre le dessus et recommencer ce cirque infernal. L'appontage, c'est la hantise des pilotes. S'ils sont abattus par les Japonais, ils savent qu'ils ont 9 chances sur 10 d'être repêchés. Mais l'accident, lui, ne pardonne pas. Quant au retour du combat, on découvre le corps d'un mitrailleur tué, les mains encore crispées sur la gâchette. On laisse à ce malheureux le cercueil que la mort lui a donné. Le débarquement à Saipan fut un des plus sanglants de la bataille du Pacifique. Tout le long de la tête de pont, les marines et les Japonais se battaient pour chaque mètre de terrain, au corps à coups de sabre et de baïonnettes. La conquête de l'île allait coûter 13 000 tués ou blessés aux Américains. Décidément, le prix de la victoire devenait de plus en plus élevé au fur et à mesure qu'on approchait du Japon. Les combats furent de part et d'autre d'une férocité insoutenable. Le commandant japonais de l'île, le vieux général Saito, avait dit à ses soldats « Il n'y a plus qu'une seule issue, la mort. Nous allons montrer aux diables américains ce qu'est le courage japonais. » Dans ces grottes qu'il fallait conquérir une à une, l'amiral Nagumo, le héros de Pearl Harbor, s'était fait harakiri. Et le général Saito avait demandé à son ordonnance de lui tirer une balle dans la tête. Des dizaines de soldats s'étaient suicidés en mettant le canon de leur fusil dans la bouche. Enfin, comble d'horreur, le dernier jour, les 300 civils de la colonie japonaise, femmes, enfants, vieillards, se précipitaient du haut des falaises. Au Japon, les urnes contenant les cendres des héros de Saipan sont rapportées en grande pompe et remises solennellement à des mères, à des veuves, à des sœurs au visage impassible.
Dans les écoles, les instituteurs annoncent aux enfants la mort glorieuse des défenseurs de Saipan. Il faut penser à venger la mort de nos soldats, ajoute-t-il. Mais les Japonais, à qui les généraux avaient affirmé que le pays du soleil levant était protégé des dieux, commencent à se poser des questions, comme le faisait M. Tsuda. Eh bien, les militaires ont inventé même des termes curieux, comme par exemple Tenshin, qui voulait dire l'avance en arrière, ce qui est contradictoire, n'est-ce pas? Alors, mais comme on employait le mot avance, alors on avait l'impression qu'on avançait quand même. Mais en fait, si on lit les journaux attentivement, on recule de plus en plus. Chaque victoire rapprochait les ennemis au Japon. La défaite de Saipan, que la censure ne peut plus cacher, provoque la chute du général Tojo. Son gouvernement est alors remplacé par un cabinet de salut public, dirigé par le général Koizo et par l'amiral Yonai. Une fois de plus, les jusqu'au-boutistes l'ont emporté, et ils imposent une politique de guerre à outrance. Tokyo se couvre d'affiches proclamant « L'ennemi s'acharne, tout pour la guerre ». Même les enfants des écoles sont obligés de participer à l'effort de guerre dans les usines. Et au cours de défilés exaltants, les étudiants doivent jurer de venger l'honneur du pays. Dans cette atmosphère de patriotisme religieux et fanatique, il n'y a plus de place pour le doute, qui serait d'ailleurs considéré comme une trahison. Pourtant, parmi ces jeunes intellectuels, beaucoup ne se font déjà plus d'illusions. Comme cet étudiant qui le lendemain écrivait à ses parents, « Ce jour-là, nous sommes entrés dans la nuit ». La conquête des îles Mariannes, transformées en base aérienne, permet en effet à l'aviation stratégique américaine de porter la guerre sur le sol du Japon. Au cours des mois, les vagues des superforteresses B-29, nouveaux quadrimoteurs géants capables de transporter 10 tonnes de bombes à 4000 km, s'envolent de Tinian et de Saipan vers le Japon. Pour chacun des 11 hommes d'équipage de ces superforteresses, le Fujiyama devient alors un point de repère familier. La chasse japonaise ne fait pas le poids. Le B-29 vole trop haut et trop vite. Et le feu de ses 12 mitrailleuses télécommandées ne laisse aucune chance à ceux qui parviennent à l'approcher. Les maisons n'ont pas de cave, et les habitants des villes qui se précipitent dans les rares abris croient se protéger avec de dérisoires capuchons matelassés. « 80% des villes japonaises qui sont construites en bois seront dévorées par le feu qui se propage comme un incendie de forêt. Le Japon commence à payer le prix de la guerre. Quand on décide d'évacuer les enfants,
comme en Angleterre, comme en Hollande, comme en Allemagne, les mères se séparent le cœur serré de leurs fils et de leurs filles, qu'elles ne reverront peut-être jamais. Mais le fanatisme ne désarme pas. Jusqu'au fond des campagnes, ces enfants sont embrigadés et soumis à une discipline militaire. Une de ces petites filles, âgée de 9 ans, Miyoko Nakane, tenait son journal, illustré de dessins et ponctué d'annotations à la fois naïves et terrifiantes. Les avions ennemis ont brûlé ma maison. Je les déteste, écrit-elle. Aujourd'hui, j'ai appris à tuer les ennemis. Je dois tuer le plus d'ennemis possible. Aujourd'hui, on nous a pesés. Nous avons toutes maigri. Quelle vexation. Notre maître a été mobilisé. Quand je serai grande, je veux être infirmière et soigner les soldats. Notre maître nous a dit qu'il faudra verser un sang aussi rouge que celui du drapeau. Cette atmosphère du Japon en guerre, un journaliste français en a été le témoin, Robert Guillain. Il y a une chose encore que je voudrais souligner, c'est le courage de ce petit peuple. Au fond, c'était un très bon peuple mal mené. Courage et discipline extraordinaire, ils suivaient et ils obéissaient. Mais ils étaient complètement les victimes d'un système, et au fond, tout le monde était victime. Le peuple était mené par ces mauvais bergers qui s'étaient trompés d'objectifs, etc. Et c'était ces militaires. Mais au fond, ces militaires eux-mêmes étaient menés de l'intérieur, chose curieuse, par les voyous de la base, les super patriotes d'extrême droite, les vrais fascistes qui étaient tout à fait à la base et qui intimidaient et qui faisaient chanter jusqu'à leurs officiers supérieurs, et tout était indirectement commandé par ce que ce pays avait de plus mauvais comme élément. Car en fait, le peuple était dirigé directement par le gouvernement à travers la radio qui leur disait ce qui se passait dans les raids, qui les préparait à courir dans les trous au moment où arrivaient les avions, etc. Ou alors qui leur donnait les consignes pour le ravitaillement, la ration, autrement dit la ménagère laissait grésiller son petit poste, puis de temps en temps on entendait la voix sombre d'un speaker militaire, c'était toujours des militaires, et les militaires parlent un langage spécial. Il faut planter des courges, car elles contiennent beaucoup de vitamines, ordonne le speaker militaire. Et docilement, tout le Japon, les femmes, les enfants, les policiers, se mettent à planter des courges dans les jardins publics, autour des arbres et jusque sur les terrasses des maisons. Le moment est enfin venu pour MacArthur de débarquer aux Philippines. Le 20 octobre 1944, 700 navires américains arrivent devant l'île de Leyte. La marine impériale japonaise rassemble alors toutes ses réserves pour cette bataille de la dernière chance. Une première escadre sous les ordres de l'amiral Ozawa se présente par le nord, mais c'est un piège. En effet, le gros des forces japonaises, sous les ordres des amiraux Nishimura et Kurita, arrive par l'ouest pour surprendre la flotte de débarquement. L'impétueux amiral Halsey donne dans le piège et part avec ses porte-avions lourds vers le nord à la rencontre d'Ozawa. Quand l'escadre de l'amiral Kurita, qui est la principale menace, débouche dans le golfe de Leyte, il surprend les porte-avions légers d'escorte américains, faible rideau de protection pour la flotte de débarquement. Il en envoie 2 par le fond et en endommage plusieurs autres. Si l'amiral Kurita s'acharnait, il remporterait peut-être une victoire. Mais il a peur des gros porte-avions de Halsey. En effet, si Halsey revient, il est perdu. Alors il décide de rompre le combat, poursuivi par les destroyers et par les sous-marins américains. Pendant ce temps,
les porte-avions lourds américains cinglent vers le nord à la poursuite de l'escadre d'Ozawa. C'est alors que Halsey s'aperçoit qu'il est tombé dans un piège. En effet, il découvre que les porte-avions ennemis n'ont pas un seul appareil à bord. L'aéronavale japonaise ne s'est jamais remise du tir au pigeon des Mariannes. Elle ne possède plus ni avion, ni pilote. Les escadrilles d'Halsey peuvent alors couler les derniers porte-avions de la marine japonaise, comme à l'exercice. Ainsi, la bataille de Leyte, qui a failli mal tourner, se termine quand même par une grande victoire américaine. Pourquoi Kurita a-t-il laissé échapper une telle occasion? Sans doute, la marine japonaise ne croyait-elle plus à ce moment-là à aucune victoire possible, comme n'y croyait plus le capitaine de vaisseau Ishida. Tout le monde savait dans la marine que la puissance américaine allait nous écraser. Mais notre pays avait décidé de continuer à faire la guerre et nous n'avions qu'une chose à faire, notre devoir. Chaque officier de la marine japonaise avait peut-être son opinion, mais une fois notre parti commande, il faut mourir pour elle, après avoir bien battu de tout son mieux. Aucun officier de marine japonaise n'avait peur de la mort. Notre éducation dans l'école navale nous avait simplement appris à faire notre devoir jusqu'à la mort, sans y penser et dire quand il arrive, quand il est arrivé, vive Sa Majesté l'Empereur. Rien ne peut plus empêcher désormais le débarquement aux Philippines. Pour les Américains, c'est le jour de la revanche, car c'est ici qu'ils ont connu la défaite et l'humiliation. Je reviendrai, avait juré MacArthur. Aujourd'hui, il tient sa promesse. Aujourd'hui, l'affront est lavé. Les Philippins, à qui les États-Unis ont promis l'indépendance, accueillent MacArthur comme un libérateur. Ils ont souffert cruellement sous l'occupation japonaise et 200 000 guérilleros ont résisté pendant 3 ans dans la montagne. L'un d'entre eux est devenu général dans l'armée philippine, Roman Gavino. J'étais avec une unité qui s'appelle USP Manila Division, qui était dans la montagne au nord de la ville de Novaliches. Vous croyez que la guérilla a joué un rôle dans la guerre? Un très grand rôle, monsieur, très grand rôle. Par exemple, dans notre unité, nous avons un petit poste de radio qui est en communication avec Australie, le quartier général de MacArthur, et nous donnons des informations, renseignements à ce qui concerne le mouvement de unités japonais, l'État, tout ça c'est très important. Le général Gavino se trouvait dans la première jeep qui est entrée dans Manille. Manille, où les combats de rue durent plus de 10 jours. Manille, qui devient après Varsovie la deuxième ville martyre de la guerre. Manille,
dont il ne reste rien, rien que de pauvres réfugiés et les cadavres des otages exécutés par les Japonais, les mains liées dans le dos. Et MacArthur reconquiert enfin Corregidor, d'où il avait fui la nuit 3 ans plus tôt. En février 1945, l'amiral Nimitz, qui poursuit son avance en saut de puce, attaque pour la première fois un territoire japonais, Iwo Jima, petite île volcanique de 8 km sur 4, recouverte d'une épaisse couche de lave noire, et que ses défenseurs ont transformée en une termitière de casemates souterraines, reliées entre elles par de longs tunnels. Comme d'habitude, les avions et les canons de la flotte ont labouré l'île pendant des semaines avant le débarquement. Mais les marines savent que les défenses japonaises sont enterrées sous 3 mètres de béton et ils ne se font pas d'illusions sur ce qui les attend. Cette fois-ci, le choc est encore plus brutal. C'est au milieu du chaos, de la confusion des morts, que débarque avec la première vague le lieutenant John Rich. J'ai sauté de bateau et j'ai couru, comme ça. J'ai sauté dans un trou de bombe et là j'ai trouvé les cadavres de 2 marines américains. On essayait d'avancer, mais c'était impossible. Les obus de mortier sont arrivés et c'était impossible de creuser un trou. Cette sable de Iwo Jima est très fin. Vous voyez, c'est comme de la poussière. Ça glisse. Pour nous, les marines de Iwo Jima, cette sable va être le plus terrible souvenir de cette île. Nos pertes étaient effrayantes. Je voyais des hommes tomber autour de moi. Il y avait des types blessés en avançant, blessés de nouveau sur les civières quand on les ramène vers l'arrière, et une 3e fois blessés près de l'eau en essayant d'atteindre les bateaux. Au pied du mont Suribachi, d'où les Japonais dominent la plage, les marines sont bloquées pendant 4 jours et 4 nuits. Les défenses japonaises sont littéralement écrasées sous les tonnes de bombes. Mais les marines perdent tout de même des milliers d'hommes pour gravir ce volcan éteint qui n'a que 170 mètres de haut. Le 5e jour, quelqu'un a crié « Regardez le drapeau ». J'ai vu le drapeau américain sur le mont Suribachi. Pour nous, c'était un moment de grande joie. Mais on était loin d'avoir fini. Il faut encore un long mois pour nettoyer cette petite île que les marines finissent par surnommer le hachoir à viande et où 23 000 Japonais et 7 000 Américains laissent leur vie. Alors, on s'est tous dit, si c'est comme ça ici, qu'est-ce que ça va être
quand on va débarquer au Japon. Pour nous, les marines, il était clair que nous allions tous mourir au Japon. À la même époque, le chef de l'aviation stratégique, le général Curtis LeMay, inaugure une nouvelle tactique de bombardement, celle du tapis de feu. Pour LeMay, il s'agit bien sûr de briser l'effort de guerre de l'ennemi, mais aussi et surtout de casser le moral des Japonais. Le 9 mars 1945, il lance sur Tokyo un raid de terreur. 324 superforteresses se sont envolées de Guam, de Tinian et de Saipan. Pour gagner du poids et pouvoir emporter près de 2000 tonnes de bombes, le général LeMay a fait enlever toutes les mitrailleuses et il a ordonné d'effectuer l'attaque à 2000 mètres d'altitude seulement. C'est du suicide, ont protesté les équipages. Mais les chasseurs Mustang, qui sont basés à Iwo Jima depuis la prise de l'île, rejoignent la vague des bombardiers au passage et les escortent jusqu'au Japon. Chaque avion transporte 24 containers de 250 kilos qui doivent exploser à 100 mètres, libérant une pluie de petites bombes incendiaires, des bombes au napalm. À minuit 15, un déluge de feu s'abat sur Tokyo endormi. Le bombardement dure 3 heures. Les superforteresses sont ballottées comme des fétus de paille par les colonnes d'air brûlant qui tourbillonnent dans le ciel. Au matin, le quart de la ville est en flammes. Un petit écolier de 14 ans a vécu cette nuit d'épouvante avec ses parents, Kinide Mushakoji. Et on est sorti, on s'est aperçu que tout était en flammes. Et alors, ma mère a voulu qu'on parte parce qu'il y a un grand temple, mais le temple Meiji a un grand jardin où ma mère pensait qu'on serait plus en sécurité. Mais mon père était plus fataliste, il a dit qu'on mourrait quand on mourrait, qu'il ne voulait pas bouger, et ça nous a sauvés parce que si on était allé au temple Meiji, il y a eu plusieurs personnes. J'ai eu 2 de mes amis qui sont morts en voulant atteindre le temple Meiji parce qu'il y avait une grande rue et la grande rue était en flammes. L'incendie a provoqué un ouragan qui charrie des vents de 100 km à l'heure. Rien ne peut arrêter ce cyclone de feu. Ceux qui ont voulu fuir ont été rattrapés par les flammes. Ceux qui se sont abrités dans les édifices publics construits en dur, comme les théâtres ou les écoles, y ont été calcinés comme dans un four. Enfin, ceux qui ont voulu se réfugier dans l'eau des canaux y ont péri d'une mort atroce, ébouillantée. En une seule nuit, le raid du 9 mars a fait 200 000 victimes, autant que fera la bombe atomique à Hiroshima. L'empereur, enfermé dans son palais, qui a été épargné, a appris qu'il s'est passé quelque chose d'épouvantable. Il veut sortir, mais son entourage essaie de l'en empêcher, alors il commande lui-même sa voiture. C'est le premier acte d'autorité de sa vie. Il est bouleversé par ce qu'il voit. Et ce jour-là, dans le secret de son cœur, il prend la décision d'arrêter cet holocauste, à la première occasion. Trois semaines plus tard, le jour de Pâques, les forces de l'amiral Nimitz débarquent dans l'île d'Okinawa, dernière étape avant le Japon. Le premier jour, il ne rencontre aucune opposition. Que se passe-t-il? Au moment où les Américains se demandent si la résistance du Japon est enfin brisée, 350 avions fondent du ciel sur l'escadre de Nimitz. Ce sont les kamikazes.
martyre de la flotte américaine commence. En quelques heures, une trentaine de bâtiments sont coulés ou sérieusement endommagés. Les Américains ont bien réussi à abattre 248 des 350 avions suicides. Mais l'état-major est inquiet. Malgré la chasse, malgré les radars, malgré le fantastique rideau de la DCA, les attaques massives des kamikazes font maintenant peser une menace sérieuse sur l'avenir. Ils ont 20 ans, et pour la plupart, ils sont étudiants. Ils sont les kamikazes, ce qui veut dire le vent divin. Avec une pudeur des mots typiquement japonaise, on les appelle officiellement le corps d'attaque spécial. Plus ou moins volontaires, ils ont choisi la mort des héros, selon la tradition des samouraïs. Le lieutenant Ryuji Nagatsuka, miraculeusement rescapé, avait 20 ans, lui aussi. À la fin de mars, en 1945, le chef de notre escadre nous a convoqués en me demandant, je suis tout à fait désolé de me demander de ça, mais surtout l'état-major de notre armée me demande d'être enrôlé dans le corps de kamikaze. Mais ce n'est pas tout à fait obligatoire, vous avez le choix, et donc vous avez le temps avant de répondre, vous avez 24 heures. Donc nous sommes rentrés dans la salle d'officier, nous avons discuté avec mes camarades, presque tous ont été d'accord d'être le kamikaze, de défendre notre patrie, de défendre nos parents, notre famille. Ils sont l'arme du désespoir. Le Japon n'a presque plus de pilotes expérimentés et de toute façon, il n'a pas d'essence pour les entraîner. Aussi, on leur a enseigné une seule manœuvre, le piquer à mort. Si leurs chefs le sont parfois, eux ne sont ni des fous, ni des fanatiques. Avant de partir, l'un d'entre eux écrit à ses parents, « On trompe notre peuple. Nous traversons de grands malheurs, mais je suis sûr que la race japonaise survivra. Je n'ai pas peur de mourir. On nous appelle. Au revoir, c'est l'heure. » N'ont-ils vraiment pas peur de la mort, ces jeunes adolescents d'un autre monde? Et à quoi songent-ils au moment de partir pour leur mission sans retour? Je suis monté sur l'appareil, mais je suis descendu de nouveau pour toucher le sol. Ça, c'est pour la dernière fois. Et j'ai regardé une petite aile, etc. Même si cette petite aile a le droit de vivre, de survivre après moi, mais moi, ce sera fini. Donc j'ai été tout à fait triste. Mais vous ne saurez imaginer combien nous sommes attachés à la terre, au sol. Donc j'étais, avant de monter sur mon appareil, je me suis efforcé de me rappeler les visages de mes parents, de ma petite fille, etc. Mais ça a été tout à fait impossible aussi. L'hésitation m'a empêché de me souvenir des visages de mes parents. À Okinawa, 3000 kamikazes, 3000, se sont précipités vers une mort librement choisie. Ils avaient adopté l'emblème des samouraïs, la fleur de cerisier.
Le cerisier est beau quand il fleurit, mais la chute de ses fleurs est encore plus appréciée au Japon. C'est le symbole du courage, c'est le symbole des samouraïs et enfin celui des pilotes kamikazes. La chute de ces fleurs est comparée à la belle mort de ces guerriers. C'est ainsi qu'en 1945, milliers de nos jeunes gens ont adopté ce symbole pour mourir dans l'espoir de sauver notre patrie. La conquête d'Okinawa, qui a finalement duré 3 mois, a coûté à la flotte du Pacifique 40 navires coulés et 368 endommagés par les kamikazes. Des milliers de marins ont été tués. Et les eaux d'Okinawa, qui recueillent leurs dépouilles, deviennent le plus grand cimetière de la marine américaine. L'Amérique est en deuil. Le président Roosevelt est mort d'une hémorragie cérébrale 1 mois avant la fin de la guerre en Europe. Celui qui avait guidé les États-Unis pendant 12 ans et qui avait été le principal artisan de la victoire n'avait pas vécu assez longtemps pour voir le couronnement de son œuvre. Il est remplacé par un petit chemisier du Kansas, Harry Truman, dont l'énergie surprend le monde et qui déclare avec force « Il faut continuer ». We must carry on. Continuer, c'était envahir le Japon, explique le commandant Smith Hutton. Le plan approuvé par l'état-major américain et aussi par General MacArthur et Admiral Nimitz était un débarquement dans le sud du Japon. La date de l'opération à Kyushu était fixée pour le 1er novembre 1945. Nous avons pensé que peut-être la guerre peut être finie le 15 novembre 1946. Et à quel prix? Est-ce que vous avez calculé les pertes que cela coûterait? Les pertes américaines étaient prévues pour 1 million de morts. Le Japon se prépare lui aussi pour l'assaut final. Les corps d'attaque suicides sont dotés de nouveaux engins de mort, des vedettes pour les kamikazes de la marine, et la bombe Oka, dont les Américains découvrent un exemplaire à Okinawa. Volant à 1000 km à l'heure, cet avion-fusée transporte 1 tonne d'explosifs. Les jusqu'au-boutistes appellent tous les Japonais, y compris les enfants des écoles, à s'enrôler dans les milices de volontaires pour ce qu'ils appellent la bataille du destin, et qu'ils imaginent comme le grand harakiri de tout un peuple, devant le monde stupéfait. Le général Arisue, qui était à l'époque chef du 2e bureau, connaissait bien le dispositif japonais. 25 divisions au sud du Japon et 30 divisions autour de Tokyo. Et 8000 avions, dont 6000 étaient destinés aux kamikazes. Malgré l'insuffisance en matière d'équipement et d'entraînement des pilotes, le moral était très haut pour le combat décisif sur notre sol, selon la tradition millénaire de la nation. À la conférence de Potsdam, les Alliés lancent un ultimatum à Tokyo exigeant une reddition sans condition. Les dirigeants japonais qui sont divisés donnent des réponses ambiguës. De toute façon, le président Truman possède une carte maîtresse qu'il est déjà décidé à jouer, la bombe atomique. Sur l'aérodrome de Tinian, dans les Mariannes, une super forteresse spécialement équipée
est arrivé depuis 2 mois pour une mission ultra secrète. Son équipage ne sait même pas de quoi il s'agit. Son chef est le seul à connaître le secret. C'est un jeune colonel de 29 ans, Paul Tibbets. Cet homme est aujourd'hui général en retraite. On a écrit de lui qu'il était devenu fou, ou que, rongé par le remords, il s'était retiré dans un couvent. En fait, il était rentré dans le rang. C'est un soldat. En septembre 1944, son général l'avait convoqué pour lui annoncer « C'est vous qui lancerez la première bombe atomique ». At the time that I was instructed, remember, September 1944, the war with Germany had not reached a conclusion. And his instructions to me were to be prepared for a split operation, meaning that I had to make an organization that would be capable of going to both the European theater and the Pacific theater. Fin juillet 1945, son équipage et son avion, qu'il avait baptisé Enola Gay du nom de sa mère, sont fin prêts. Il ne reste plus qu'à choisir l'objectif. The weatherman indicated that the first 2 weeks of August would be the best time for weather in the area of Japan that we were interested in. And the cities that we were interested in were Hiroshima, Kokura, Niigata, and Nagasaki. Le 5 août, dans un grand déploiement de police militaire, on apporte un objet mystérieux pour le charger à bord de l'Enola Gay. Tibbets est toujours le seul à savoir. On m'avait dit que cela représentait 20 000 tonnes de TNT, raconte-t-il. Mais franchement, je ne me rendais pas compte. Il s'agit en effet de la première bombe atomique opérationnelle, surnommée avec un certain humour noir « Little Boy », petit garçon. Quel pouvait bien être l'état d'esprit de celui qui allait lancer cette première bombe atomique? I looked at the Japanese as an enemy, one with whom our country was at war, and my responsibility at that particular time was to carry out a war mission. Le 6 août, à 2h45 du matin, Tibbets décolle accompagné par 2 autres superforteresses transportant des savants qui doivent observer l'explosion. Le précédent d'1 heure et demie, les avions de reconnaissance sont partis survoler les objectifs possibles afin de lui communiquer par radio la situation météo. Car à cet instant précis, Tibbets ne sait pas encore sur quelle ville il va lâcher sa bombe. C'est le destin qui décide. L'avion d'Hiroshima m'a appelé le premier, raconte Tibbets. Le temps était parfait, j'ai mis le cap sur Hiroshima. Et Tibbets arrive sur l'objectif à 8h15 minutes 17 secondes, c'est-à-dire avec un écart de 17 secondes seulement sur l'horaire prévu. En cette belle matinée d'été, les habitants d'Hiroshima ne se doutent de rien. Ils n'ont jamais été bombardés depuis le début de la guerre. Mais ils ne s'en réjouiraient pas tant s'ils savaient qu'on les a épargnés à dessein, parce qu'ils ont été choisis depuis longtemps déjà, pour être les premières victimes de l'ère atomique. En quelques secondes, Hiroshima a fondu dans le chaudron atomique. Dans un rayon de 3 kilomètres, les pierres, les arbres, les maisons, les hommes ont été pulvérisés. Et ceux qui n'ont pas succombé à l'onde de choc vont mourir lentement sous l'effet des radiations. 80 000 morts, selon les rapports officiels, 200 000, selon la plupart des historiens. La terreur atomique ne se mesure pas. À 2 kilomètres du point zéro, au-dessus duquel la bombe a explosé, une religieuse japonaise a échappé complètement aux effets de l'explosion. C'est un miracle, dit en baissant les yeux sœur Ito, auxiliatrice des âmes du purgatoire. C'était à peu près 8h10, c'est-à-dire après la messe, j'étais dans le jardin pour faire mon oraison. Vous avez vu la bombe tomber? Oui, c'est-à-dire, je n'ai pas vu, mais j'étais assise et puis tout à coup, j'ai vu les tuiles du toit tomber sur moi. Et j'ai pensé sur ce tremblement de terre. Et
comme la terre ne remuait pas, je ne savais pas quoi faire, mais je me suis prosternée par terre. Et tout à coup, à ce moment-là, j'ai reçu, plutôt j'étais entourée par un rayon qui était très lumineux, tout blanc, et avec une odeur très spéciale. Et puis, je pensais j'allais mourir. Et puis après, peut-être quelques instants ou quelques minutes, je ne sais pas, c'est devenu tout noir, complètement obscur, et avec les bruits effrayants. Et peut-être ça durait quelques minutes, et tout autour est devenu silencieux. Alors je me suis relevée. Et j'ai trouvé toute la vie était en cendres. On ne voit absolument rien que les cendres. Et encore, il y a certaines maisons qui continuent à brûler. Et les montagnes aussi. Et j'ai trouvé, si je peux dire, c'est une vie morte, complètement. Pas un être vivant, même pas un chat ni chien qui court. Après la deuxième bombe atomique de Nagasaki, le Japon n'est plus qu'un immense champ de ruines et de cendres. Et pourtant, le gouvernement japonais n'arrive pas à imposer la paix. L'armée qui contrôle tout refuse la reddition sans condition. Elle préfère l'apocalypse. Peu importe les civils, les millions de réfugiés, les sans-abri, que périsse le Japon, pourvu que l'honneur soit sot. Alors l'empereur Dieu, muet depuis 2000 ans, descend de son trône et parle. Au cours d'une conférence pathétique dans l'abri du palais, il décrète qu'il a décidé personnellement de mettre fin aux souffrances de son peuple. Il le lui annoncera lui-même le lendemain à la radio. Pour le général Anami, ministre de la guerre, et pour tous les seigneurs de la guerre, un monde s'écroule. Le marquis Kido était gardien du sceau privé de l'empereur, son conseiller le plus proche. Il n'oubliera jamais cette journée fatidique. 御前会議が終わって、語学問所っていうんですかね、普段政務をお取りになるところ、そこでお目にすぐ直後にお目にかかった。その時やはり涙を流していらっしゃいました。Le général Arisue n'a pas oublié lui non plus. Il y avait un message du général Kabe, qui était le vice-chef de l'état-major. Il disait, pas la peine d'aller au quartier général. Viens directement chez moi. Je suis arrivé vers 4h30 chez lui. Il y avait une bouteille de saké sur la table. Et il m'a dit, assieds-toi, dis donc, tu te rappelles cet ancien général russe qui avait belle moustache et cirait les chaussures et portait les bagages à la gare de Sofia quand nous avions voyagé ensemble en Bulgarie. J'ai compris tout de suite ce qu'il voulait dire. Cela allait être notre tour. Et je lui ai demandé, mon général, est-ce la fin de la guerre? Il n'a pas répondu. De silence. À cet instant, sont entrés deux officiers, jeunes officiers, le sabre à main. Et ils ont poussé des cris. Combat jusqu'au bout. Une mutinerie éclate au sein même de la garde impériale. Dans la nuit, de jeunes officiers envahissent le palais, assassinent le général Mori, qui commande la division de la garde, et au sacrilège, fouillent jusque dans les appartements privés pour retrouver le disque que l'empereur a enregistré dans la soirée et qui doit être diffusé à la radio le lendemain.
Ils ne le trouveront pas. À l'aube, tout est consommé. Le général Anami, ministre de la guerre, a fait harakiri. Au musée du parc Yosukuni sont conservées les reliques des héros morts pour le Japon, et parmi elles, la casquette et la tunique du général Anami. Son aide de camp, le colonel Hayashi, a assisté à ces derniers moments. Le général avait d'abord écrit son testament pour demander pardon à l'empereur d'avoir perdu la guerre. Vers 5 heures, le 15 août, lorsqu'il est entré dans la chambre, un ami a crié haute voix, « Qui est là ?» Et il a vu un ami en chemise blanche et il s'est affaissé sur le côté gauche. Il a fait seppuku tout seul. Il s'est donné la mort face au palais impérial. Le 15 août, à midi, dans le parc Yosukuni, où selon la légende, les âmes des kamikazes se donnent rendez-vous, comme dans tout l'empire du soleil levant, retentit dans les haut-parleurs grésillants de la guerre qui servent pour une dernière fois l'hymne national, le Kimigayo. Puis devant ces sujets prostrés, s'élève la voix sacrée de l'empereur Dieu, qui annonce la terrible nouvelle. Au même moment, dans tout le Japon, tournés vers le palais impérial, des douzaines de généraux et d'amiraux font harakiri. Sur les pelouses même du palais, les jeunes officiers rebelles se tirent une balle dans la tête. À 15 000 kilomètres de là, de l'autre côté du Pacifique, le président Truman annonce triomphalement que le Japon a accepté la capitulation sans condition. Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. La Deuxième Guerre mondiale, qui a duré 6 ans, 6 longues années, et dont l'Allemagne et le Japon avaient voulu faire une guerre totale, se termine par une victoire totale. Sur l'aérodrome d'Atsugi, près de Tokyo, un groupe d'officiers japonais accueille le premier détachement américain chargé d'organiser l'arrivée des troupes d'occupation et conduit par le colonel Trench. Le chef de la délégation japonaise est le général Arisue. Le colonel Trench a refusé 2 fois le jeu de fruits de rafraîchissement. Et à la 3e offre, il a bu. Mais il a bu après senti l'odeur de peur de s'empoisonner. Si l'arrivée des Américains s'était écoulée sans incident dans cette période de trouble, ça a été une chance providentielle. C'était vraiment possible uniquement à cause de la décision de l'empereur. Enfin, MacArthur atterrit à Tokyo, à bord de son DC-4 personnel, le Batan. Il vient présider la cérémonie de la capitulation dont il a réglé lui-même tous les détails, avec son génie de la mise en scène. L'amiral Nimitz et l'amiral Halsey, qui sont eux aussi les vainqueurs de la bataille du Pacifique, sont là pour partager ce triomphe. Leurs escadres sont ancrées dans la sacro-sainte baie de Tokyo,
En hommage à la marine, c'est à bord du cuirassé Missouri qu'a lieu la cérémonie de la capitulation. Le 2 septembre 1945, à 8 heures du matin, dans un décor où s'étale toute la puissance des États-Unis, arrive la délégation des vaincus, conduite par M. Shigemitsu, ministre des Affaires étrangères qui a perdu une jambe à Shanghai. Un seul homme jeune, son chef de cabinet, Shunichi Kase, qui milite pour la paix en secret depuis des mois. Pour lui, cette cérémonie a un double sens. La veille de la cérémonie, M. Shigemitsu, le ministre des Affaires étrangères qui devait signer la décision, est allé voir l'empereur au palais. Il portait un note que j'avais préparé, dont le thème était en substance. Cette cérémonie est un jour de deuil et un désastre dans l'histoire du Japon. Mais nous ne devons pas seulement considérer son aspect négatif. Il faut que nous fassions de ce jour de deuil le premier jour de la naissance d'un nouveau Japon. Ainsi, nous pourrions donner à cette cérémonie la tête haute. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. The Supreme Commander for the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Will General Wainwright and General Percival step forward and accompany me while I sign? Le général américain Wainwright, le vaincu de Bataan, et le général anglais Percival, le vaincu de Singapour, ont été 4 ans prisonniers des Japonais. Le général MacArthur a tenu à leur donner à chacun un des stylos avec lesquels ils signent l'acte de reddition. Puis c'est le tour des Alliés, l'amiral anglais Sir Bruce Fraser, le général russe Jaribienko, le général chinois Sun Yat-sen et pour la France, le général Leclerc. MacArthur aura le dernier mot, le mot de la fin. My earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. These proceedings are closed.